Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Luther Lanning se sent dans un état de douce euphorie quand il appelle Chérie Brittine au téléphone. Luther est un garçon sérieux, pondéré, doué d'un esprit alerte et d'une mémoire de calculatrice électronique, ce qui ne l'empêche pas, à l'occasion, de faire preuve de fantaisie. Ce soir-là, précisément, avec son portefeuille confortablement gonflé par son salaire de la semaine, il pense avoir mis sur pied pour la soirée un programme capable de surprendre et de subjuguer la jeune femme à laquelle il téléphone. Malheureusement, le ton que cette dernière utilise pour lui répondre est fort peu cordial. « Désolé, Luther, » dit-elle froidement. « Mais ce soir, je n'ai pas envie de sortir. Je ne me sens pas très bien. »« Vous avez encore la migraine, ma chérie ?» demande Luther, dont le visage s'assombrit. « Je le crains !» réplique-t-elle d'une voix à présent glaciale. « Et moi, je ne vous crois pas !» proteste Luther. « Simplement, vous voulez pas de m'accompagner. Vous préférez sortir avec ce satané Rick Hollis. Je sais que vous sortez ensemble. » Chérie, à l'autre bout du fil, laisse échapper une exclamation indignée. Luther sort son mouchoir et se le passe sur le front. Quel imbécile il est! Pourquoi vouloir discuter avec une fille du genre de Chérie? Il tient cependant à lui faire comprendre qu'il n'est pas dupe. Rick Hollis n'est qu'un bon à rien, chérie. Je ne le connais pas très bien, mais je me suis renseigné sur son compte. Et il n'a aucun travail fixe. Il se contente de se pavaner en ville dans une voiture de sport aussi gueularde que ses costumes. Vous ne pouvez pas vous laisser embobeliner par un type comme ça. Ça, c'est mon problème. En quoi cela vous regarde-t-il? J'ai encore la liberté de m'intéresser à qui bon me semble, répartit chérie d'un ton sans réplique. Mais, naturellement, ma chérie, répond Luther lâchement au bord de l'évanouissement. Je voulais simplement vous dire que... Impitoyable, Chérie enchaîne comme si elle n'avait rien entendu. Et actuellement, qui bon me semble, ça n'est sûrement pas vous. Luther n'a plus la possibilité de rien dire. La communication a été coupée. Il fixe l'appareil qu'il continue à triturer bêtement. Il a peut-être été un peu dur. Les femmes ont souvent des migraines. Peut-être étaient-elles vraiment souffrantes? L'œil de Luther s'acharne sur le dessin du carrelage. Oui, l'intérêt qu'elle lui portait au début semblait sincère et sans fausse note. Il l'a rencontrée un soir dans un de ses bars préférés. Il a tout de suite remarqué cette rousse splendide. Cover girl dans un magazine de mode qui sirotait un martini gin. Lui-même évitait de préférence l'alcool, mais ce soir-là, il avait commandé une bière et une conversation à bâton rompu s'était engagée. Luther avait sous le bras un traité de cybernétique avancé et Chérie avait paru très impressionnée par son quotient intellectuel. Après quoi? Luther relève enfin la tête. En coupant brutalement la communication, Chérie vient de mettre fin à 2 mois d'illusions éthérées qu'il a eu la naïveté de croire réalisables. Ses rêves au sujet de Chérie sont aussi morts que ses projets de soirée idyllique. Luther inspire à fond. Allons, se vautrer dans le désespoir ne mène à rien. Il est temps de réagir. Et pourquoi pas en s'offrant un petit gueuleton dans un de ses restaurants favoris.
Quelques minutes plus tard, Luther se gare devant le petit bistrot italien où une mince serveuse brune l'accueille toujours avec une discrète sympathie. « Bonsoir, Luther », dit-elle en le voyant surgir dans la salle. Il sait qu'elle s'appelle Dolores. C'est une grande fille assez timide, sans grande beauté, mais dont un charmant sourire transfigure parfois le visage. « Belle soirée, n'est-ce pas ?» ajoute-t-elle, ce qui lui rappelle instantanément la situation qu'il s'efforce d'oublier. Aussi lui répond-il d'une manière quelque peu agressive. Le sourire de Dolores s'évanouit aussitôt. « Qu'est-ce qui ne va pas, Luther ?» Il soupire et repousse le menu. Il n'a pas besoin ni de nourriture, ni de l'amabilité commerciale de quiconque ce soir. Ce dont il a besoin, c'est de boire pour oublier. Quittant son siège, il s'apprête à sortir lorsque le propriétaire du lieu, un petit homme chauve et affable, se précipite à son tour. « Ah, y a quelque chose qui ne va pas, monsieur Lanning ?»« Non, tout va très bien, » rétorque-t-il brutalement. « Simplement, je m'aperçois que je n'ai pas très faim, c'est tout. » Laissant l'homme et Dolores pétrifiés de surprise, il se dirige d'un bon pas vers le parking. Ce dernier étant plein à son arrivée, Luther a garé sa voiture assez loin du restaurant. Mais comme il est sur le point de démarrer, il s'arrête, changé en statue de sel. Une longue et élégante décapotable que son instinct lui fait identifier immédiatement profite d'une place libre pour s'arrêter à proximité. Rick Hollis en sort en voltige et pénètre à son tour dans le bistrot italien. Le cœur de Luther se serre à la vue de celui qui l'a remplacé dans le cœur de Sherry. Naturellement, Rick Hollis a bien le droit de dîner où il veut, mais ce modeste restaurant convient peu aux allures et aux goûts dispendieux affichés par le garçon. Luther est malgré tout un peu surpris. Apparemment, Rick Hollis n'est pas entré là pour dîner puisque, nouvelle surprise, il ressort presque aussitôt en glissant quelque chose dans son portefeuille. Instantanément intrigué, Luther, sans même s'interroger sur sa démarche, décide de suivre le jeune homme qui remonte en voiture et repart pour s'arrêter dans une rue voisine devant un salon de beauté. Nouvelle visite, également des plus brèves. Moins de 5 minutes plus tard, Rick Hollis réintègre sa décapotable. La curiosité de Luther s'aggrave d'une suspicion aussi subite qu'instinctive. Du coup, il emploie les 40 minutes qui suivent à se faufiler adroitement derrière la voiture du garçon pour observer ses pérégrinations. Un autre coiffeur, 2 modistes, une maison de couture et, pour finir, une confiserie. À chaque arrêt, la conviction initiale de Luther s'amplifie. Il est à présent persuadé que le seul but de ces diverses démarches de Hollis est l'extorsion de fonds. Aucune preuve absolue, bien sûr, mais voilà qui justifierait la vie oisive du garçon en même temps que ses goûts de luxe. Il est probable que tous ces petits commerces sont obligés de lui faire des donations qui sont loin d'être spontanées. Sinon, quelle autre raison trouver à ces visites si peu en rapport avec son train de vie? En dernier lieu, Hollis s'arrête devant chez lui. Luther reconnaît l'adresse. Du coup, Luther, qui a à présent besoin d'un petit remontant, remet son moteur en route et revient au petit bistrot italien. « Rebonsoir, monsieur Luther », dit aimablement Dolores. Tout à ses cogitations et aux décisions qu'il va prendre, Luther répond sobrement, mais il sent qu'il a besoin d'une boisson autrement énergique que la bière qu'il prend habituellement. Un bourbon, je vous prie. Le sourcil de Dolores se fige en accent circonflexe. Un bourbon? Vous êtes sûr? Enfin, je veux dire... Son air peu aimable l'a fait s'exécuter avant de battre en retraite. Luther se plonge alors dans les réflexions qu'exige l'affaire en cours. Il n'a guère l'habitude du bourbon, et pendant quelques secondes après la première gorgée, il est pris de vertige. Puis,
Une douce tiédeur commence à le gagner et ses conclusions lui apparaissent de plus en plus s'imposer. De toute évidence, Rick Hollis exerce un chantage sur ces modestes commerçants. Peut-être n'est-il qu'un intermédiaire travaillant pour une organisation plus importante, ou l'a-t-il fait croire à ses victimes? Mais en fait, c'est peu probable. La ville, pour importante qu'elle soit, n'a rien de la métropole qui peut tenter un gang avide de gains importants. Non, il y a des chances pour que Hollis travaille plutôt en solo. Que faire d'une telle découverte? Pour réfléchir à cet intéressant problème, Luther estime indispensable l'absorption d'un second whisky. N'ayant lui-même rien d'un matador, il ne peut espérer mettre fin au trafic à lui seul. D'un autre côté, si ses déductions sont correctes, peut-il, passivement, laisser ce voyou continuer son écœurante activité? Luther engloutit le contenu d'un troisième verre. Non, il ne le peut pas. En outre, faire voir Hollis sous son vrai jour pourra peut-être lui ramener une chérie pantelante de remords. Et pourquoi ne pas jouer d'abord le pacifisme en faisant croire à Hollis que lui-même, Luther, fait partie d'un gang puissant? Malgré toute l'énergie procurée par l'absorption répétée du whisky, un frisson d'angoisse lui parcourt l'échine tandis qu'il met au point l'exécution de son plan. Mais il se domine. Rick Hollis est sûrement un sacré roublard. Luther n'arrivera peut-être pas à le bluffer. Tant pis. Du moins, aura-t-il le mérite d'avoir essayé. Élargissant une carrure imaginaire, Luther paie son dû, gratifie Dolores d'un bref adieu et retourne à l'immeuble habité par Hollis. En bas de l'escalier, la boîte aux lettres lui fournit l'indication de l'étage. Comme il arrive devant la porte de son rival, l'effet de la boisson commence à s'estomper et Luther est repris d'une certaine indécision. Mais il serre les dents et pousse d'un doigt résolu le bouton de la sonnette. Comment Luther va-t-il se tirer de cette aventure? La réponse d'ici quelques instants. Amoureux d'une superbe jeune femme, Sherry Brittain, Luther Lanning doit se laisser remplacer dans son cœur par un voyou du nom de Rick Hollis, personnage douteux qui mène la vie à grande guide. Tenaillé par la jalousie, Luther vient de suivre son rival et de découvrir ainsi au cours d'une soirée qu'il vit probablement en faisant chanter un certain nombre de modestes commerçants de la petite ville qu'ils habitent. Modeste employé de banque, Luther, après l'absorption de 3 verres de whisky pour se donner de l'ardeur, sonne à la porte de son rival. Grand, brun, musclé, assez beau gosse, Rick Hollis ouvre sur le champ et fixe Luther d'un air impassible. « Hein ?» Luther sent les battements de son cœur s'accélérer, mais il répond crânement, sans sourciller. « Tu es bien Rick Hollis ?»« Hein ?» Luther se contente de hocher la tête. Il s'est interdit tout cabotinage. Son atout principal consistera à laisser peser une menace latente. Délibérément, il s'introduit dans l'appartement dont il apprécie le luxe d'un coup d'œil. « Tu m'as l'air de vivre sur un grand pied. » Dommage. Dommage parce que tu vas être obligé de diminuer un peu ton train de vie. Un instant abasourdi, Hollis réagit. « Et qui êtes-vous » Luther hausse les épaules. « Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est mon message. »« Quel message ?»« Celui du gang dont je fais partie, » répond Luther. Tu te fais une gentille petite pelote ici, mais mes patrons ont eu la même idée que toi.
Alors, il te suggère de laisser tomber. Alice se met à jurer. « Je vois pas de quoi vous parlez. »« Mais si, mon vieux, tu le sais très bien, » réplique Luther. « Bon, écoutez, je vais vous expliquer. »« C'est pas la peine, » coupe Luther. « Je t'ai dit qu'on te suggère de laisser tomber. Suggère. Tu comprends ce mot? » Un tic commence d'agiter la bouche de Hollis. « Mais pourquoi un gang irait-il s'intéresser à si peu d'argent ?» Luther ne peut réprimer un sourire. Son adversaire commence à se dégonfler. Il hoche la tête avant de répondre. « Ton petit peu d'argent va faire beaucoup d'argent quand mon gang s'occupera de toute la ville. » Il ajoute, pris d'une subite inspiration. « Combien t'as récolté ce soir? » Alice hésite et finalement reconnaît 250 $. Luther tend la main. « Un boule? »« Non. » La voix de Luther se durcit encore. « T'as déjà une sacrée veine que mes patrons te laissent t'en sortir sain et sauf. Alors, à boule !» Lentement, Alice finit par extirper une liasse de billets de son portefeuille. Luther s'en empare prestement et l'enfouit dans sa poche avec une discrète satisfaction. Demain, il retournera le tout aux différentes victimes. Se tournant vers Alice, il demande d'un ton lourd de menace. « Et maintenant, qu'est-ce que tu dirais de quitter le bled? Ce soir même. Comme ça, mon rapport sera final et sans rature. » Alice le regarde d'un air lugubre. Luther esquisse un autre sourire plein de sous-entendus et ouvre la porte pour se trouver nez à nez avec Chérie Bretagne qui pose le doigt sur le bouton de la sonnette. « Luther !» s'exclame-t-elle. « Qu'est-ce que vous fichez ici ?» Pris de court, Luther reste un instant muet. Alice bondit sur lui et le repousse vers le milieu de la pièce. « Tu connais ce type ?» demande-t-il à Chérie. « Oui !» répond celle-ci, légèrement décontenancée. « Qui c'est ?»« Mais c'est personne. Personne, je t'assure, Rick. Ce type est un moins que rien. Il n'est rien pour moi. »« Qui c'est ?»« Mais personne, je te dis. »« Bon, oui, d'accord, je suis sorti quelquefois avec lui pour m'amuser. Je te jure, Rick, c'est un de ces imbéciles d'intellectuels que tu rencontres dans les bars. Son nom est Luther Lanning. Je crois qu'il est employé de banque, mais zéro pour moi, je te dis. » Alice se retourne alors vers Luther et le frappe violemment au visage. « Parle-moi un peu de ton gang à la noix !» Luther cherche ses mots. Physiquement, il ne fait pas le poids face à un type comme Alice. Ce dernier fouille déjà dans la poche de son veston pour récupérer son argent. « Je devrais te mettre la tête en bouillie, mais je m'en ressens pas pour ameuter les flics. Et je te déconseille d'aller te plaindre. Regarde, je te pique ta paye à titre d'intérêt. Allez, à présent, fous le camp !» Luther quitte les lieux piteusement. Il a fait de sa soirée ce qu'il est permis d'appeler un stupide fiasco. À quoi bon faire appel à la police? Alice est trop beau parleur. En appeler aux victimes qu'il fait chanter serait tout aussi inutile puisque ses menaces suffisent déjà à les faire taire. Luther s'effondre derrière son volant, puis il réagit. Bon sang, mais il faut faire quelque chose. Si seulement il pouvait réunir ces moutons de panurge de commerçants. Mais comment convaincre des gens qu'il ne connaît même pas? Ah si, il en connaît un. Monsieur Veroni, le patron du bistrot italien. Soudain inspiré, Luther démarre. Il va convaincre Veroni de se rebeller et de prendre l'initiative du mouvement. Le signor Veroni, néanmoins, a ses propres idées sur la question. Il est, pour l'instant, occupé avec Dolores à fermer son établissement. « Ma è vero, c'est vrai », concède-t-il toutefois, après que Luther lui ait rapporté ses observations sur Hollis. « C'est vrai, il vient me voir toutes les semaines. Au départ, il demandait 25 $. À présent, ajoute Veroni avec un soupir, à présent, il en veut 50.
Allez avec les autres tout raconter à la police et on finira par le coffrer. « Ma non, non !» proteste Véronique. « Ma non, les pauvres, je ne peux pas. Il y a trop de risques. » Hollis prétend que, si je refuse, il jettera une bombe dans mon bistrot quand j'ai le plus de clients. Je ne veux pas faire tuer des gens. C'est un bluffeur, monsieur Véronique. Il travaille seul. Il n'y a personne derrière lui. Ma, ça n'est pas si sourd. À court d'arguments, Luther s'adresse alors à Dolores. « Mais vous voyez pas que j'ai raison? Essayez de le convaincre. » C'est qu'il a une peur bleue. Moi, je suis persuadé que vous avez raison, monsieur Luther. C'est formidable de votre part de vouloir nous aider, mais malgré tout, vous n'avez aucune preuve réelle. Le regard de Luther s'assombrit, puis soudain s'illumine. Mais si! Mais si! Revigoré, il emprunte son bloc de commande et son crayon à Dolores, puis s'assoit un moment à l'une des tables où il se met à gribouiller. « Téléphonez à la police !» ordonne-t-il à la jeune fille lorsqu'il se relève. « Dites-lui que monsieur Véroni porte plainte. »« Mais non !» proteste Véroni. « S'il vous plaît, monsieur Véroni, tout ira bien, je vous le promets. Je me charge de tout leur expliquer. » Le sergent de police a un visage ouvert et sympathique. Il a déjà entendu parler du racket, mais jusque-là, il lui manquait une preuve que Luther peut lui procurer. « Monsieur Véroni, explique Luther, identifiera l'argent qu'il a donné à Hollis. »« Vous voulez dire qu'il a marqué les billets donnés ?»« Non, parce qu'il craignait que Hollis ne s'en aperçoive, mais... pour lui verser sa cotisation, il a retiré de la banque 5 billets neufs, dont il a noté les numéros. Tenez, regardez sur ce bloc-là. Vous devez avoir là tout ce qu'il vous faut, sergent. Ouais, c'est effectivement ce qu'il me faut. C'était enfantin, expliquera Luther un peu plus tard, après le départ du sergent. J'avais encaissé ma paye ce matin avec des billets neufs. Instinctivement, je note toujours le numéro du premier billet, et comme il se suivait, il faut admettre que je suis très doué pour les chiffres. Je sais, vous êtes merveilleux, dit alors Dolores. Luther se sent un peu gêné par ce merveilleux. Et aussi à l'idée du petit tour de passe-passe joué au brave sergent de police. Mais après tout, c'est pour la bonne cause. Il regarde Dolores et s'aperçoit brusquement qu'il ne l'avait encore jamais fait. C'est vrai qu'elle est jolie. Oh, évidemment pas à la façon d'une Chérie Bretagne, mais il sent qu'il n'accordera plus beaucoup à celle-ci de ses pensées. Peut-être qu'après la fermeture du restaurant, Dolores et lui pourraient finir la soirée au cinéma? Une soirée qui n'est peut-être pas si gâchée, tout compte fait, même si elle n'a pas très bien commencé. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.